vendredi à l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la 3e séance de l'estaminet de la mémoire. Il portera, et j'espère que vous serez obéissants, sur l'école de 1900 à nos jours. J'accueille en tout début de cette séance des élèves du Collège du Sacré-Cœur, des élèves de 6e du Collège du Sacré-Cœur, une demi-classe de 6e qui est venue effectivement nous poser un certain nombre de questions sur ce qu'était l'école dans le passé, et puis pour voir s'il y a des points communs et s'il y a aussi des différences. Donc je rappelle notre manière de fonctionner très simplement. Vous avez vu sur la table à l'occasion de cette séance quelques thèmes possibles, hein, en sachant que ce thème de l'école, de s'instruire et se former à l'U1 est un thème très large, hein, puisqu'il ne faut pas du tout se restreindre. C'est à la fois très large dans le temps, puisque de 1900 à nos jours, on peut effectivement considérer que des choses se sont passées en matière d'école. Et puis d'autre part, c'est très large aussi en matière de contenu. On peut à la fois regarder ce qui s'est passé dans les écoles maternelles, élémentaires, ce qui s'est passé effectivement dans les collèges, voire dans les lycées, avec le départ vers l'université d'un certain nombre de jeunes Alluinois, mais aussi d'autres formes de formation justement qui se sont déroulées et qui se déroulent à l'U1, que ce soit en matière de formation professionnelle, que ce soit en matière de formation continue, que ce soit d'ailleurs dans d'autres directions, comme par exemple l'école de musique ou comme par exemple les cercles d'études. On pourra à l'occasion en parler. Donc je vous rappelle les règles du jeu, elles sont très simples. Quand quelqu'un sur un thème voulu veut s'exprimer, eh bien il demande la parole, on le lui donne, éventuellement on l'interroge. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on va donner une place toute particulière aux jeunes qui sont là et qui souhaitent pouvoir dialoguer avec nous. Voilà, tout simplement les règles du jeu. L'autre règle, dans le temps, on va se donner jusque vers 16h, 16h10, 16h15 pour échanger très simplement sur cette thématique de l'école. Alors, l'école à l'U1, je veux pas faire un tableau de la situation. C'est extrêmement riche et extrêmement varié. On est à peu près 20 000 actuellement à l'U1, et vous savez que si on regarde les recensements sur ces 20 000 habitants d'Alluin, eh bien, il y en a à peu près 1 sur 4, c'est-à-dire à peu près 5 000 actuellement qui fréquentent le système scolaire. Bon, en sachant que la situation a varié dans le temps. Ce sera les réponses aux questions qui vont nous être posées qui vont vous permettre de l'évoquer. Mais actuellement, c'est à peu près la situation, c'est-à-dire à peu près 5 000 Alluinois fréquentent le système scolaire de la maternelle à l'université. On aura l'occasion d'en reparler. Mais les choses dans ce domaine ont évolué, effectivement, sous bien des aspects, sous bien des angles. Alors, les angles à aborder, la vie scolaire d'abord, on verra, les élèves présents là nous disent c'est quoi l'horaire hebdomadaire? Eh bien, derrière l'horaire hebdomadaire, ils vont nous poser des questions, mais il y a des questions beaucoup plus simples aussi. C'est le fait que la vie scolaire, pour toute une partie de notre génération, c'était plutôt le jeudi que le mercredi. Enfin, je veux dire que il y a la génération du jeudi, il y a la génération du mercredi. Bon, ça, c'est un premier thème possible, la vie scolaire. Deuxième thème possible, c'est les âges scolaires. Vous voyez
Bon, c'est évident que quand on discute avec de très anciens, elle nous disait, nous, l'école, on l'a quittée à 11 ans et on se retrouvait à l'usine à cet âge-là. Bon, actuellement, l'obligation scolaire a fait que les choses ont évolué de 14 à 16 ans, etc. Là aussi, on a une thématique à aborder. L'autre thématique à aborder, vraisemblablement aussi, c'est la classe. La classe elle-même, comment ça se passait dans les classes. Et j'ai remarqué que dans les questions qui ont été posées par nos jeunes élèves, y avait-il des sanctions corporelles. Est-ce qu'on tapait sur le bout des doigts, etc. Bon, on verra bien les réponses apportées par les uns et par les autres. Voilà. Alors, on commence par ça. Je donnerai, moi, volontiers la parole à qui veut la prendre. Peut-être que, pour faire honneur aux jeunes qui sont là, peut-être pourrait-on leur demander de poser la première question. Et puis, comme il y a à la fois dans la salle des enseignants et des enseignés, et qu'on a tous été enseignés, je crois qu'on aura tous l'occasion, effectivement, de pouvoir prendre la parole et de pouvoir répondre. Merci notamment à Michel Régnier, qui a été professeur des écoles, instituteur et directeur d'école, et qui a bien accepté d'être là. Merci aussi à Madame Van Esbroek, à Madame Festou d'être là. Merci à Madame la principale du collège d'Halluin d'être là. Merci bien sûr aussi aux autres collègues qui sont là et qui sont présents dans cette salle. On aura l'occasion d'y revenir. On commence. Alors, élèves de 6e, avez-vous une question à poser? Allez-y. Vous avez un micro, vous pouvez la poser. Très près de la bouche le micro pour qu'on t'entende bien. Vas-y. Appuie sur on. Alors, y avait-il de la concurrence entre les écoles? On n'entend pas. Alors. Y avait-il de la concurrence entre les écoles d'Halluin? Alors. Voilà une question intéressante. Qui est-ce qui souhaite y répondre? Bon, moi... Alors, à Halluin, on est dans une situation... Je vais introduire un peu le sujet. À Halluin, on est dans une situation qui est historiquement tout à fait intéressante. Vous savez que Halluin, qui était une petite ville jusque vers les années 1850, a brusquement vu la population arriver entre 1850 et 1870, et on est passé très rapidement à 10 000 habitants, puis 16 000 habitants en 1906. Bon. Et c'est le moment où, après le Second Empire, qui se termine en 1870, entre 1870 et 1900, se met en place au moment de la Troisième République toute une série de lois concernant notamment l'école primaire. Hein. Et bon, Jules Ferry, j'évoque son nom, mais il joue dans ce domaine-là un rôle fondamental, et on met en place un enseignement primaire, laïque, gratuit et obligatoire. Bon, avec le fait qu'à ce moment-là, il y a effectivement un mouvement qui a précédé, qui consistait à mettre en place des écoles municipales, mais qui étaient souvent assurées pour les garçons en particulier par des frères, et des frères maristes en particulier, et pour les filles par des sœurs de congrégations féminines, en même temps qu'il y avait mise en place progressivement, effectivement, d'instituteurs publics. Et à Halluin, dans ce domaine-là, la situation, effectivement, a été une situation extrêmement riche, dont l'histoire est tout à fait intéressante. Vous aviez, du côté disons, de l'enseignement que l'on va appeler ensuite privé, ou catholique, ou libre,
vous aviez essentiellement trois pôles très, très complexes, finalement. D'abord, l'un des pôles qui s'appelait la place. La place, c'est en fait l'école, les écoles qui se trouvaient sur la place de l'église. Et ces écoles de la place de l'église étaient des écoles pratiquement ouvertes aux garçons, hein, avec des annexes qui se trouvaient dans la rue des écoles, justement, annexes qui notamment comportaient, au niveau de la MJC actuellement, l'asile. Et l'asile de l'enfant Jésus, dans lequel se trouvait un certain nombre d'élèves, en très grand nombre parfois. Bon. Vous aviez un premier pôle là, donc la place. Un deuxième pôle qui s'est situé à partir des années 1887 à ce qu'on appelait le cercle, ce qui va donner ensuite le Sacré-Cœur, le collège où vous êtes actuellement. Ce Sacré-Cœur s'étant construit en deux temps. Premier temps, 1887, où il y a des classes qui se mettent en place et qui donnent sur la rue Jean Jaurès, et un deuxième temps, vers 1913, où les jardins de l'école des frères du Sacré-Cœur sont construites pour donner l'espace qui est actuellement à la fois l'école élémentaire et le collège. Et vous aviez sur le plan de l'école privée un troisième ensemble qui était situé au mont d'Halluin, autour de la chapelle de la route de Neuville actuellement. Ça, c'était du côté de l'enseignement privé qui va ensuite progressivement par les lois de la République, de la Troisième République, être plus ou moins laïcisé, avec des frères maristes qui vont quitter la soutane progressivement, qui vont la reprendre vers les années 41, 42, 43. De l'autre côté, il y a eu plusieurs écoles construites effectivement au niveau de l'enseignement laïque, cette fois-ci, l'école Michelet et l'école Louise Michel, et puis vers les années 1933, une nouvelle école qui va effectivement aussi doubler l'école Jean Massé de la rue du Molinel, c'est l'école Jules Guesde, hein, avec un architecte qui va construire là un ensemble tout à fait intéressant. Donc il y a eu effectivement, à un moment donné, concurrence entre l'enseignement privé, libre, catholique surtout, et l'enseignement public, si vous voulez. Et ça, les choses se sont atténuées un peu avec le temps, en particulier après la guerre 39-45, avec les lois, notamment Debré en 1958, et bon, tout ça ensuite est rentré plus ou moins dans l'ordre, et la guerre des écoles c'est un tout petit peu atténué, c'est un peu atténué à Halluin, mais il y a eu incontestablement une sorte de concurrence entre écoles privées, écoles publiques, très longtemps dans cet ensemble. Voilà la réponse qu'on peut donner, mais il y a peut-être d'autres témoignages dans ce domaine. Pardon ? Le jeune demande la parole, oui. Vas-y. Vas-y. Parle bien près du micro, hein. Ah, très bien, très bien. Qu'est-ce que tu entends par là, concurrence entre les élèves? Le micro près de toi, il n'est pas ouvert. Mettez sur on le micro. Vas-y. Parle bien fort. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Hein?
c'est entre les élèves d'une école à l'autre. Ah oui. Alors, le professeur peut reprendre la question un tout petit peu. Donc, c'est concurrence entre les élèves ou concurrence entre les écoles? Les élèves des écoles différentes. Voilà. Allô. Et la différence, il y avait la dispute entre les élèves des écoles différentes. C'est ça finalement. Alors, là, oui. Alfred souhaite prendre la parole là, pour répondre à Alfred Simoneau. Hein, si tu veux. Voilà. Oui, Alfred. Partie de la catégorie des très âgés, ce qui est bien dit. Et dans les années 28 jusqu'en 35, je suis allé au Sacré-Cœur. Il faut dire qu'évidemment, à cette époque-là, il y avait d'abord, à l'intérieur de cette école, un cloisonnement aberrant, mais il y avait l'école des riches et l'école des pauvres. Et parmi les riches, il y avait des pauvres, et parmi les pauvres, il y avait des riches. Ça, c'était un premier cloisonnement. Et il y avait la grande bataille avec les écoles publiques, où on s'affrontait d'ailleurs quelquefois avec un caillou, une pierre ou quelque chose. Et je me souviens que personnellement, je suis rentré un jour, j'avais un tout nouveau petit costume, un petit pardessus en ratine. À l'époque, c'était un luxe. Et je n'avais pas de mouchoir. Et j'avais reçu une pierre sur le front, et ça saignait pas mal. J'ai rien trouvé de plus spirituel que d'enlever le petit par-dessus en ratine, et puis je me suis barbouillé, ce qui fait que j'ai été transformé en peau rouge, et que ma mère est tombée dans les pommes. Ça veut dire... Mais il existait effectivement, disons, une aminosité. Je m'excuse, hein. C'est peut-être beaucoup, mais on se regardait de travers quand même. Hein. On se regardait de travers. Je crois effectivement que ce témoignage souligne le fait qu'à un moment donné, effectivement, quand l'enseignement, disons, libre actuellement, ou l'enseignement catholique, quand il n'est pas financé par l'État, ce qui interviendra en 1958, a entraîné un problème majeur pour cet enseignement, c'est comment financer l'école. Et il y a eu effectivement au Sacré-Cœur, mais aussi dans les écoles de filles qui se sont développées sur la place de l'église après, des catégories sociales et des écoles qui étaient des écoles payantes, des écoles à 10 francs, des écoles à 5 francs, des écoles à 2 francs et des écoles gratuites. Bon. D'ailleurs, c'était l'époque où même dans le sport, il y avait Bon, disons qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y avait le sport ouvrier et il y avait l'olympique sportif. Tout à fait. Alors, dans les toilettes au Sacré-Cœur, c'était plutôt à bas le sport ouvrier. Et dans les autres écoles, c'était l'olympique. Bah oui, et tout était cloisonné comme ça. Oui, et je pense que ça vient du fait que Alluin était une ville particulière où il y avait le plus d'enfants de frères maristes. Et Alluin était quand même la base du Parti communiste français. Oui, tout à fait. Mais il y a eu aussi un autre élément d'explication que je veux apporter parce qu'il est assez fondamental. Quand on regarde, et j'ai là des documents qui le retracent de manière très très précise, quand on regarde de la population flamande catholique, qui a donc fréquenté les écoles catholiques, mais qui était flamande à 70 ou 80%,
Et on a toute une série d'indications qui montrent effectivement que le niveau dans ces classes d'enfants d'origine flamande était extrêmement bas. Ce qui fait que les Alluinois d'origine, commerçants, artisans, employés, voire industriels, attachés à l'école catholique, avaient quelques problèmes quand ils mettaient leurs enfants dans ces classes-là, parce que le niveau était vraiment très très faible. Il faut quand même se rappeler que quand on regarde, parce que c'est une des questions aussi que les jeunes nous ont fait remonter, quand on regarde les effectifs dans les classes à cette époque-là, on peut être, nous, en tant qu'enseignants, un peu effrayés. L'asile de l'école, enfin de l'école qui se trouvait effectivement dans la rue des Écoles, recevait 400, l'asile c'est la maternelle, hein, recevait 400 élèves inscrits. 4 sœurs pour surveiller ces 400 élèves, autrement dit 100 élèves par classe. Quand on regarde les effectifs affichés dans les écoles de l'époque, nombre de frères existants, nombre d'élèves inscrits, 70 élèves par classe, notamment dans les classes gratuites ou à 1 franc. 70 élèves, enfants de flamands, ayant à apprendre le français, les résultats ne devaient pas être extraordinaires. Hein. Je crois qu'on a là des indications qui montrent que la scolarisation de ces jeunes était une scolarisation vraiment minimale, quoi. Hein. Et donc, et c'est lié au fait qu'il y avait un très fort pourcentage de Flamands ne parlant pas français, très souvent, allez, il faut le dire, illettrés, c'est-à-dire ne sachant pas lire et écrire même en flamand, qui envoyaient leurs enfants à l'école parce que c'était indispensable jusqu'aux 11 ans, ou l'âge où ces enfants pratiquement ensuite allaient travailler dans les usines présentes à cette époque. Hein. Voilà. D'autres questions ? On va donner là-bas. Oui. Oui, oui, oui. On l'écoute. Vas-y. Tu as un micro ? Vas-y. Vas-y, très fort. Vas-y. Ah, Non. voilà. Allez, vas-y. Pourquoi les garçons et les filles n'étaient-ils pas dans la même école, dans la même classe? Ah. Alors, moi, je laisserai volontiers à une fille ou à une dame le soin de répondre et de dire peut-être ensuite comment les choses ont évolué. Du côté des enseignants là-bas, on peut dire des choses dans ce domaine-là ? Alors, je rappelle la question, pourquoi filles et garçons n'étaient pas dans la même classe ? Ça, j'en sais rien. Mais écoutez, moi j'ai été au lycée Gambetta en 40, je suis rentré en 35, je suis sorti en 42, et j'ai connu la première année où les élèves étaient filles et garçons, du fait que la plupart des professeurs du lycée Gambetta avaient été mobilisés ou etc., étaient prisonniers, et ce sont les professeurs du collège de jeunes filles qui sont venus donner les cours au lycée Gambetta. C'est d'ailleurs assez bizarre parce qu'entre ma femme et moi il y a 10 ans de différence et nous avons eu les mêmes professeurs. Ah oui, oui. Quelqu'un veut rebondir là, sur cette remarque ? Bon, alors là, moi, je parle en tant qu'élève, instit, directeur. Sachez que garçons et filles mélangés, ça aurait été le gros scandale. Et la preuve, c'est que même les institutrices étaient tenues
d'exercer dans les écoles de filles, et que il a fallu que j'attende, je crois, les années 67, 68. À partir de 68, on a commencé la mixité, très dure pour les hommes, parce qu'on s'est retrouvé devant des filles qui pleuraient dès qu'on élevait la voix. C'était des fontaines. On était habitué à être très dur avec les garçons. Et j'ai vu apparaître des institutrices. Aïe, aïe, aïe. Je dis tel quel, on se dit aïe, aïe, aïe. Des instituts femmes dans des écoles qui étaient essentiellement des hommes. Bon, ça a mis un certain temps à se mettre en route. Avant la guerre. Oui. Oui, non mais Avant la guerre, j'habitais à Armentières et il y avait 7 classes, il y avait 4 maîtresses. Oui. Et lorsque sur Alluin, le CEG a été créé dans l'école Louise Michel et dans l'école Michelet. Donc du côté Michelet, il y avait les garçons, du côté Louise Michel, il y avait les filles, mais le CEG proprement dit était mixte. Ah mais en 60. non mais sur la mixité, mais il y a une autre intervention là qui est le micro peut aller à ma gauche là. Mais sur la mixité, je crois effectivement que les choses se sont précipitées entre les années 60 et les années 70. Vas-y. Je vais me présenter quand même, parce que je crois qu'on m'a un petit peu oublié tout à l'heure. Voilà. Jean-Claude Esbrook, je suis venu enseigner à l'UE en 1966 au Sacré-Cœur. Et j'ai été nommé directeur en 1973 dans le même établissement. Pour en revenir à la mixité, au départ, en 1966, c'était uniquement un collège, enfin c'était pas un collège à l'époque, c'était un cours complémentaire, et il n'y avait que des garçons au Sacré-Cœur, les filles étant à Sainte-Marie, avec les Sœurs de la Sagesse. En 1969, la Nativité, c'est ça, puis il y avait l'école Jeanne d'Arc derrière. Bon. En 1969, donc, on a instauré la mixité au Sacré-Cœur, et une anecdote qui, je crois, vaut la peine d'être retenue, c'est qu'il y avait garçons et filles dans le même établissement, mais il y avait une barrière qui séparait la cour de récréation en deux. Il y avait un côté pour les garçons et l'autre côté pour les filles, avec interdiction de passer d'un côté à l'autre, même pour aller chercher son ballon, ce qui a valu à quelques garçons, dont M. Wood, qui est maintenant directeur de Sainte-Marie, et qui me le rappelle encore de temps en temps, d'être puni pour avoir dépassé la barrière. Voilà. Non, mais c'est une question effectivement qui a beaucoup marqué. Je crois qu'en France, dans ce domaine-là, il faut bien dire qu'on n'est pas toujours à l'avance. Faut-il rappeler qu'il a fallu attendre 1945 avant que les femmes aient en France le droit de vote, et que lors du gouvernement de Léon Blum en 1936, certaines femmes ont été ministres sans avoir le droit de voter ou d'être députées au Parlement. Bon, mais ceci étant, effectivement, le problème de la mixité s'est réglé, et actuellement, on peut, de temps en temps d'ailleurs, il y a des relents, parce que, hélas pour nous, messieurs, il faut bien aussi mesurer que dans le domaine scolaire, les jeunes filles et le sexe féminin est parfois capable d'obtenir des résultats scolaires meilleurs que ceux des garçons. Bon. Une autre question peut-être sur, oui. Puisqu'on en est sur la classe, non? Oui, là-bas? Roland? Oui. Oui, c'est moi. Vas-y. Bon, je crois que je suis la seule de l'école Jules Guesde ici. Je suis née en 41, je suis toujours allée à l'école Jules Guesde, et là on a toujours été mélangés, garçons et filles. J'avais même souvent un garçon à côté de moi, René Nollet, que tout le monde connaît. Et j'ai des photos avant que l'école Jules Guesde soit construite, c'était dans les baraquements. D'accord. Et filles et garçons étaient mélangés également.
C'est vrai aussi que dans les écoles de village et dans les toutes petites écoles, automatiquement, la mixité existait et qu'on ne faisait pas la différence entre école de filles et école de garçons, c'est évident. Hein, voilà. Oui, Henri. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, mais l'école Notre-Dame-des-Fièvres était mixte parce que la proximité, c'est-à-dire Jean Jaurès, cette école-là était géminée. D'accord. Et ça conférait l'autorisation à l'école Notre-Dame-des-Fièvres d'avoir également la mixité. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Alors je ne sais pas, Jean Jaurès était donc géminé. Peut-on avoir la confirmation? On se retourne de nouveau vers nos jeunes. Là, est-ce que vous avez une autre question à nous poser? Allons-y. Toujours le micro bien près de la bouche. Hein. Allez, vas-y. Quel type de punition avez-vous eu? Les punitions. Les punitions. Ouais, je préfère, pour permettre à quelqu'un de parler, je préfère d'abord parler de sanctions, mais de sanctions positives et de sanctions négatives. Alors, j'en connais, ma femme en particulier, qui n'osait pas rentrer chez elle si le samedi matin, elle ne rentrait pas avec une belle médaille et avec un paquet de bons points très, très importants. Mais peut-être y avait-il d'autres sanctions. Alors, moi, je me rappelle d'avoir été terrorisée. Il y avait un grand bonnet d'âne en carton qu'on mettait sur les enfants qui comprenaient rien. Il y avait une grande bavette rouge en feutre. C'était une langue rouge pour les bavards. Et il y avait un feu à charbon avec une grille de protection et on accrochait à la grille les garçons turbulents. Enfin, j'ai jamais été accroché, j'ai jamais eu la langue. D'autres témoignages? Oui. Moi, j'étais à l'école Sainte-Marie. J'étais toute petite. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Bernard Cornelis. Eh bien, comme punition, Bernard Cornelis avait été enfermé. Il y avait les tableaux. Et en dessous, il y avait une espèce de tabouret où on mettait les chiffons pour essuyer les tableaux. Et Bernard avait été enfermé dans on l'avait... Les coffres, c'est ça, dans le coffre. Or, je trouve que la punition, elle était quand même grosse, là. Hein. Surtout qu'il était imposant aussi. On ne pouvait pas fermer le coffre à fond. D'autres témoignages dans ce domaine? Moi, je pense que vis-à-vis du nombre d'élèves, il serait impensable maintenant d'avoir autant d'élèves, étant donné que la rigueur n'est quand même pas tout à fait la même. Je pense que la discipline de l'élève était quand même tout à fait différente à notre époque. Hein, je pense que moi j'ai 62 ans. Elle était quand même tout à fait différente. Moi je me souviens de punitions à genoux sur des règles, avec des dictionnaires dans chaque main. Je pense qu'on n'imagine pas tellement vivre ça maintenant. Je pense que les jeunes qui sont là doivent savoir que le respect de l'instituteur était quand même une condition extraordinaire. Il fallait respecter notre instituteur, et quand on arrivait chez soi et qu'on n'avait pas effectivement respecté notre instituteur, on était sévèrement puni. Alors je pense que c'est quand même une chose que les jeunes devraient un petit peu méditer, parce que c'est quand même un changement fondamental. Oui, c'est vrai que ce qui se dit en ce qui concerne l'évolution pédagogique, c'est qu'auparavant, quand on recevait un coup de règle sur les doigts et qu'on rentrait à la maison, on recevait 2 taloches de plus pour dire maintenant tu travailleras à l'école. Actuellement, c'est l'instituteur qui risque d'avoir des ennuis, voire Bon, enfin bref, j'en dis pas plus, quoi. Et qui se souvient pas du Sacré-Cœur, où quand il y avait une punition, j'étais pas là puisque je suis fille, hein, c'était les garçons, c'était mes frères. Il fallait faire je ne sais combien de tours de cours, l'hiver, dans la neige, pendant 1 heure, alors que mon frère était asthmatique. Ce serait maintenant, le père irait trouver l'instituteur en le secouant 1 paire de fois, je pense. Hein. Voilà. Une autre question, un autre thème? Allons-y. Ah, nos jeunes sont très curieux, c'est bien. Vas-y.
Avez-vous eu des cours de langue comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le latin ou le flamand? Des cours de langue. Les cours de langue. Alors, là-dessus, est-ce qu'il y a un professeur de langue qui pourrait éventuellement commencer à répondre? Vas-y, vas-y. Je peux apporter un petit témoignage. En 1956, étant au Sacré-Cœur, à l'époque, on passait le certificat d'études. J'avais 12 ans. Et si je restais sur ALU1, je restais 3 ans dans la même classe, jusqu'à 14 ans, pour passer le certificat d'études. Donc, à 12 ans, comme j'avais de légères ambitions à l'époque, à savoir que je voulais devenir un STIT, il fallait que j'aille ailleurs qu'à ALU1. Et pour aller ailleurs qu'à ALU1, il fallait l'anglais. Et j'ai été prendre des cours d'anglais pendant les récréations du Sacré-Cœur. J'allais à Sainte-Marie prendre des cours d'anglais, comme ça, entre deux, une demi-heure, etc., pour pouvoir passer un examen de bourse en fin d'année, pour pouvoir rentrer au collège. Donc, sur le Sacré-Cœur, il n'y avait pas de cours d'anglais. Et c'était une des sœurs de Sainte-Marie qui me donnait des cours d'anglais pour que je puisse passer cet examen de bourse et ensuite pouvoir rentrer au collège. Donc, voilà la difficulté. Mais aussi la difficulté, c'était on restait à l'école jusqu'à 14 ans pour passer son certificat d'études. Et il n'y avait pas a priori, il n'y avait pas de débouché si on restait sur ALU1. Alors, il y a eu un collège d'enseignement général à partir des années 60. Dans ce collège d'enseignement général, on enseignait l'anglais. Et ce collège d'enseignement général, qui était dans 2 écoles primaires, Michelet et Louise Michel, est ensuite devenu un collège, un CES, en 1964. Et à partir de ce moment-là, non seulement il y a eu l'anglais, mais il y a eu l'allemand en seconde langue. Et pendant plusieurs années, il y a eu du néerlandais en langue 2. Et ça s'est arrêté un bon moment, faute de candidats, c'est-à-dire que les parents et les élèves ne voulaient pas, n'avaient plus envie. Donc ça a disparu, mais vous avez l'actuel principal du collège d'ALU1 qui est là, et les cours de néerlandais ont repris en LV2, en LV2 à partir de la classe de 4e. Et en 6e, une initiation. Donc maintenant, au collège, bien sûr... Oui, tu voulais demander ? Une toute petite précision au Sacré-Cœur. Oui, monsieur Adrouk, allez-y. Quand je suis arrivé en 66, j'étais le seul prof de langue, donc j'étais prof d'anglais, qui arrivait pour commencer les langues, donc en 1966, au Collège du Sacré-Cœur, et on a ouvert la première 4e, qui n'existait pas avant. Voilà. Oui, simple commentaire sur cette question, parce que je crois qu'elle est assez fondamentale. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que au début du siècle en particulier, au moment de l'obligation scolaire et au moment du développement de l'école élémentaire, tout l'accent a été mis sur l'apprentissage de la langue française, qui avait pour principale fonction de masquer tout ce qui concernait les langues régionales, je pense au breton, je pense au flamand, etc. Ce qui fait que, effectivement, dans les cours de récréation notamment, le fait de parler flamand, là où on avait cette connaissance, était un peu considéré comme pas bon pour s'intégrer dans la nation française. Le problème, effectivement, c'est qu'on s'est aperçu par la suite qu'en fait, la maîtrise des langues est quelque chose d'assez fondamental, et on en revient actuellement à se dire, les Français, comme ils ignorent la géographie, ignorent aussi un peu les langues, pourquoi ne pas leur donner des facilités pour maîtriser une seconde langue, que ce soit
l'anglais, que ce soit le néerlandais là où c'est possible, que ce soit l'allemand, que ce soit etc. Et ce qui fait que quand on regarde un peu ce qui s'est passé à Luin, on s'aperçoit très rapidement que beaucoup de gens finalement se sont arrangés pour maîtriser le néerlandais quand c'était nécessaire, en particulier dans les usines, pour maîtriser l'anglais quand il s'agissait d'avoir un outil pour, sur le plan commercial, pouvoir commercer avec les pays anglophones, pour maîtriser l'allemand quand là aussi c'était nécessaire. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie évolution sur le rapport que les élèves ont actuellement avec les langues étrangères. Hein, et que, à ce niveau-là, le fait de les apprendre assez tôt, dans de bonnes conditions, bah, c'est une bonne manière ensuite d'être à l'aise sur le plan linguistique. D'autres questions pour les jeunes? Oui? On s'appuie un peu sur vous. Allez-y, allez-y. À quel âge vous avez arrêté l'école? Ah, l'âge scolaire. Alors, qui y va? Qui y va? L'âge de la scolarité, à quel âge avez-vous arrêté l'école? Bon, moi, comme me dit Christiane, t'as pas encore arrêté, tu vois. Alors, j'introduis peut-être. Hein, bon, il y a eu... quand on discute avec des gens nés dans les années 1910-1920, l'âge de scolarité a été très variable. Ma maman, par exemple, à moi, est allée à l'école entre 7 ans et 9 ans. Mon père est allé à l'école jusqu'à 11 ans. Ils étaient nés l'un en 1910 et l'autre en 1912. Ça donne ce que ça peut donner quand on est élève moyen. Hein. Il y a eu ensuite, et donc après, à 11 ans, à 12 ans, on retrouvait ces jeunes garçons, ces jeunes filles dans les entreprises où elles étaient apprenties et où l'apprentissage sur le tas constituait effectivement l'activité de formation professionnelle. Il y a eu ensuite, après la guerre 14-18, la guerre 14-18 ayant d'ailleurs entraîné aussi des difficultés, hein, puisque la scolarité pendant cette période-là a été très perturbée, incontestablement. Après, il y a eu obligation scolaire jusqu'à 14 ans. Autrement dit, pas de jeunes au travail avant 14 ans, mais avec quand même un dispositif d'orientation des élèves, je l'évoque comme ça de manière très schématique, qui permettait après 12 ou 13 ans d'entrer en apprentissage, qui était une autre forme d'entrer dans la vie professionnelle et dans la vie active. Et puis, depuis maintenant 25 à 30 ans, la scolarité obligatoire est passée à 16 ans. Hein, et donc on a, et de fait, quand on regarde la fréquentation, non simplement des écoles élémentaires, collèges, lycées et universités, la fréquentation moyenne des enfants est telle que la scolarité se prolonge pour beaucoup au-delà de 16 ans, parfois même au-delà de 18 ans et parfois même autour de 22, 23, 24, 25 ans pour certains d'entre eux. Donc là, il y a eu une vraie évolution du temps de scolarité. Non pas parce que les jeunes actuellement sont moins ouverts que les jeunes dans le passé, mais peut-être effectivement parce qu'il y a un niveau de formation bien supérieur à obtenir. Voilà ce qu'on peut dire en introduction, mais il y a peut-être des témoignages là-dessus. Deux chiffres, par exemple, pour l'illustrer. Quand j'ai passé le baccalauréat à Luin, vers les années 55, il y avait à Luin chaque année à peu près l'équivalent d'une vingtaine de bacheliers. J'ai regardé les chiffres pour à Luin actuellement. Le nombre de bacheliers chaque année
doit approcher de près de 200. Autrement dit, on est passé vraiment de... vous voyez, baccalauréat, ça veut dire le lycée, etc. On est passé de 20 à 200, c'est-à-dire on a multiplié véritablement par 5, donc la durée de scolarité. Ce qui veut dire deux choses d'ailleurs. C'est qu'un certain nombre de jeunes du passé qui n'allaient pas jusqu'au CAP, qui n'allaient pas jusqu'au brevet professionnel, qui n'arrivaient pas jusqu'au baccalauréat, ne le faisaient pas parce que les établissements scolaires n'étaient pas là. Mais ils en avaient les moyens, je dirais, intellectuels, ce qui fait que, comme on disait dans le métier, ils en avaient sous la pédale. Et que, quand il s'est agi pour eux ensuite de suivre des cours du soir ou de se transformer sur le plan professionnel, ils en étaient tout à fait capables. Actuellement, on a un dispositif peut-être beaucoup plus large, mais on a quelques difficultés. D'autres questions? Pour les élèves? Oui? On y va. Bon. Vas-y. Bon, Allez. merci pour le coca et pour le gâteau. Voilà. Alors, quelle matière attends. Vas-y. Quelle matière vous étiez enseigné? Ah ouais. Maintenant, quelle matière vous étiez enseigné? Alors, quelle matière vous étiez enseigné? Autrement dit, est-ce qu'il y a eu une évolution dans les matières enseignées? Là, je me retourne un peu vers les enseignants d'expérience. Est-ce que vous avez, vous, constaté des évolutions dans les matières enseignées? Voilà. Allez, on va y aller. Bon, à l'école primaire, disons, j'ai commencé en 1958, de 58 à 68, les programmes étaient très simples. Morale, obligatoire, tous les matins. Calcul, dictée, c'était une dictée par jour, non préparée au niveau des classes de CM2, CM1 ou des classes de fin d'études. 0 si on avait 5 fautes, en sachant que une virgule c'était une demi-faute, qu'un accent grave c'était une faute entière. Donc maintenant en 6e, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 50 fautes avant d'espérer avoir 0. Hein? Et encore. Mais alors donc, on avait le calcul. Dans le calcul, c'était bien séparé. Arithmétique, système métrique, géométrie. Français, alors là c'était... Comment? Et le calcul mental obligatoire tous les jours. Avec différentes méthodes, c'était l'ardoise, c'était le bout de papier, et un coup de règle quelquefois sur les doigts si on avait faux. C'était indispensable pour corriger d'ailleurs. Puis on avait histoire, géographie, sciences. Là, c'était fonction des résultats obtenus en français. Dans le français, c'était grammaire, conjugaison, vocabulaire. On avait la récitation obligatoire, hein, avec comme pinceau la réciter. On devait faire réciter ça régulièrement. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Travail manuel, ça on n'a pas le temps. Et en plus, on n'avait pas de quoi faire du travail manuel. De temps en temps, je pense que chez les filles, on faisait un peu de couture. Hein. On apprenait à raccommoder les pantalons des papas. Éducation physique. Moi, je me souviens quand je suis sorti de l'école normale, on m'avait appris le métier, on m'avait dit l'éducation physique, c'est 1 heure obligatoire. Mais, compte tenu qu'il y avait une récréation le matin et l'après-midi, 2 fois un quart d'heure, on disait ça fait une demi-heure de gym. Le lendemain, demi-heure de gym, terminé, l'éducation physique, c'était fini. Donc vous voyez, en fait, on passait les élèves en primaire avec classe lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi complet, c'est-à-dire jusqu'à 4h30, c'était français, maths, point. C'était le gros morceau. Voilà.
Et alors, ah oui, il y avait musique obligatoire, c'était le samedi après-midi, je crois, où on avait le chant du départ, la Marseillaise obligatoire à apprendre. Ça, dans certaines écoles même, on apprenait quelquefois la brabançonne. Oui, c'était... Ou alors... Et il y avait aussi la fameuse chanson du Parti communiste. Hein. Mais ça, moi, je l'ai connu. J'ai connu ça dans les mines, où c'était appris dans certaines écoles, aux grandes dames des inspecteurs départementaux de l'époque, d'ailleurs. Je vais passer peut-être à Mme Festou pour l'école là. Oui, merci Michel. Michel Régnier était directeur d'école, donc il a pu nous évoquer tout ça. Madame Festou? Oui, moi j'avais un cours préparatoire, j'avais des petits. Bon, la grande priorité c'était apprendre la lecture. Hein. On passait beaucoup d'heures et puis comme dit M. Régnier, la gym, bah, tant pis, on prolongeait la récréation, mais on refaisait du français à outrance pour entraîner la majorité quand même. C'était ça surtout les programmes. Hein. C'était français, le calcul. Les matières... Oui, alors, je crois que... je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages. Comme j'étais enseignant aussi, moi, ce qui m'a frappé, c'est les... Bon, je ne parle pas d'histoire ou de géographie, mais ce qui m'a frappé, c'est le fait, effectivement, que on attachait, dans le passé, beaucoup d'importance, notamment au calcul mental. Et donc, on n'avait pas besoin de machines à calculer pour faire toute une série d'opérations. Au contraire, là, c'était vraiment acquis. On attachait aussi beaucoup d'importance à l'orthographe, à l'analyse logique, à l'analyse grammaticale, à des choses de ce genre qui faisaient que, c'est vrai qu'on savait composer une phrase, on savait la décortiquer, etc. Mais je crois que, il faut dire les choses honnêtement entre nous aussi, en matière d'informatique, on n'a pas appris grand-chose et les jeunes actuellement ont des choses à nous montrer, hein, parce que c'est un langage que cette fois-ci, eux, ils maîtrisent, quoi. Hein. Alors pour conclure sur cet aspect-là, je voudrais allez, petite détente, c'est le moment de la récréation. Christiane, ma femme, qui est une grande lectrice devant l'Éternel, m'a dit, écoute, j'ai trouvé un texte sur l'évolution pédagogique qui te permettra de montrer comment les choses ont évolué. Et elle me dit, ça part tout simplement, c'est des professeurs de mathématiques qui ont fait ça, ça part tout simplement d'un petit problème, quoi, hein. Bon, alors le petit problème évoqué en 1960. 1960, c'est pas trop long. Il y a 45 ans, une petite cinquantaine d'années. Un paysan, c'est le problème, hein, un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100 francs. Ses frais de production s'élèvent au 4/5 du prix de vente. Quel est son bénéfice? Bon problème. Bon, on y arrive, quoi, etc. Alors, après mai 68, le même problème. Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100 francs. Ses frais de production s'élèvent au 4/5 du prix de vente, soit 80 francs. Quel est son bénéfice? Les choses se simplifient. Alors, mais 68, c'est une rénovation en cours. Donc, en 80, l'enseignement est rénové. Et ça donne le même problème. Un agriculteur vend un sac de pommes de terre pour 100 francs. Les frais de production s'élèvent à 80 francs. Le bénéfice est de 20 francs. Devoir souligne les mots pommes de terre et discute-t-on avec ton voisin. Je vous passe le reste en ordinateur parce que ça devient terrible. Et alors, en 2006-2010, ça donne qu'est-ce qu'un paysan? Qu'est-ce qu'une pomme de terre? Merci, Christiane. Bon, allez.
D'autres questions encore, on rebondit. Il y a une autre question que les jeunes souhaitent nous vous poser. Oui, changement de cassette, 2 minutes de pause, c'est la récréation. 2 minutes Allô. seulement. Allô, allô. Oh. S'il vous plaît. Alors, ça y est, fin de la récréation, on siffle la fin de la récréation. Il y a Roger, je crois, qui voulait s'exprimer. Oui, vas-y. Je sais pas comment on disait. On continue ou on a... Y avait-il... Roger. Y avait-il des uniformes avant? Des uniformes. Y avait-il des uniformes? Oui. Alors, il y a une question sur les uniformes. Ça marche? Oui, alors je peux dire que lorsque j'étais élève à Tourcoing, au lycée de jeunes filles de Tourcoing, il y avait une sorte d'uniforme puisqu'on avait un tablier blanc. Et au lycée d'à côté, il y avait un tablier à carreaux rose et blanc pour une semaine et bleu et blanc l'autre semaine, de façon à nous obliger à les laver. Ça y est, on a là-bas? Non, ça va pas? Ça va pas? Bon. Et t'as quel âge? 13. Il y a une autre question là? Hein? Vas-y. Roger, ça va. Roger Leroy qui va nous faire part de son témoignage, oui. Moi, je dois dire une chose, on avait 6 ans, on quittait l'école maternelle et on savait lire et écrire. Hein, je comprends pas maintenant, ils ont 10-12 ans et puis ils savent pas mettre une lettre derrière une autre. Hein. Et nous c'était tout naturel, on savait lire quand on allait à la grande école. On disait ça comme ça. Hein. Moi, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Moi j'ai encore entendu le niveau du certificat d'études à notre âge, à 12 ans, c'était celui du bac maintenant. Oui, merci. Est-ce que les élèves ont d'autres questions à nous poser encore? Encore une question ou deux? Alors on t'écoute. Vas-y. Bien fort. Où allez-vous quand vous étiez puni? Où allait-on lorsqu'on était puni? On l'était jamais. Alors, je crois que oui, on faisait des lignes, on allait au coin, etc. Mais moi, je sais pas, j'ai pas trop de souvenirs de punition de ce genre. C'est vrai que bon, j'avais la réputation comme enseignant d'être sévère, mais finalement, je trouve que l'humiliation de tout enfant est quelque chose qui est tout à fait pénible et par conséquent, il vaut mieux l'éviter. Donc, mais bon, effectivement, de temps en temps, faut marquer le coup, quoi. Hein? Denise, là, oui, vas-y. Alors, question aux jeunes, quelles sont les sanctions actuellement? Ah, bonne question. On va passer le micro. Merci Denise, merci. Ils mettent la main. Allez, un mot dans le carnet. Un mot dans le carnet. De correspondance. Un mot dans le carnet de correspondance, autrement dit une relation
avec une relation avec les parents. Oui. Oui, oui, oui. Ou sinon, ils mettent 1 heure de retenue. Oui. Bah ouais. Ben, nous, quand, par exemple, on oublie nos affaires 6 fois, ils nous mettent 6 signatures dans notre carnet et après, c'est un travail supplémentaire. Après, ces comportements, c'est 6 signatures, je crois. Ouais, là, c'est 1 heure de retenue. Et si c'est grave, c'est un avertissement et après, ça part loin. Et après, ouais, au bout de 3 avertissements, travail non fait, c'est 4 et là, c'est 1 heure de colle. Et si on se bagarre, comme Robin et Maxence, c'était 2 heures de colle. D'accord. Comment ils se battent, Romain et Maxence? Oui, Romain. Il en reste un. Et ce sera celui-là. Je voudrais évoquer, les jeunes vont devoir nous quitter tout à l'heure et je crois qu'il est intéressant pour eux aussi qu'ils assistent à un certain nombre d'autres remarques. Je voudrais évoquer deux questions qui, avant qu'on se sépare, méritent quand même d'être évoquées. La première, c'est que il y a eu effectivement des conditions de scolarité très difficiles, notamment au moment de l'occupation de la ville par des troupes ennemies, soit en 14-18, soit en 40-44. Et ce serait intéressant peut-être que des gens qui ont vécu cette période-là, dans les écoles, notamment au Sacré-Cœur, puissent l'évoquer et dire dans quelles conditions les choses se sont passées. Je me tourne là peut-être vers Monsieur Delafosse, hein, qui a des choses à dire dans ce domaine. Si on peut lui donner un micro, il pourra nous dire, nous faire part de choses intéressantes. Bien. Paul, peux-tu te déplacer un peu? Oui, je vais me déplacer. Bon, en 1943, au printemps, nous avons eu une occupation de SS à l'école du Sacré-Cœur. Et elles ont occupé toutes les classes du haut au Sacré-Cœur, c'est-à-dire au-dessus de la salle de gymnastique, les 4 classes. Ils avaient occupé la salle de gymnastique qui s'occupe au-dessous, et puis c'est tout. Oui. Et la salle de gymnastique, elle était séparée en deux. D'un côté, les cours pour les soldats, et de l'autre côté, le foyer pour les foyers pour les officiers, tout ça. Où il y avait un piano à queue, des palmiers, et même un bel aigle, oui, avec les signes de SS sur les murs. Or, ce dessin, je l'ai encore vu, moi, il y a, disons, 30 ans, à peu près, Jean-Claude, il peut le confirmer. Oh, mais maintenant, il est disparu, hein, je crois. Voilà. Et ces SS, ils ont quitté Halluin en été 1943, direction la Russie. Mais les élèves qui étaient dans ces classes, à l'époque, ont dû déménager. Donc, il y a une partie des élèves qui ont été mis, actuellement, on disait, le café de la Bourse, près de la gare. Et là, il y avait 2 ou 3 classes, plus une classe au Sacré-Cœur qui était un peu sur le côté. Ça, c'est la seule chose que j'ai connue en 1943. Pour les élèves qui sont au Sacré-Cœur maintenant, si vous regardez bien dans le porche d'entrée, hein, vous avez des dalles. Et il y a 2 traces où ce ne sont plus des dalles, ce sont 2 traces de béton. Je crois que là c'est en 14-18, c'est les chars qui ont écrasé les dalles, donc on a remplacé les dalles par 2 traces de béton. Et quand vous entrez dans la cour, retournez-vous, juste au-dessus du portail d'entrée, vous avez une plaque commémorative à la mémoire de Jean Fievé, qui est venu mourir là, je ne sais plus, en 44, je crois. Jean Fievé. Alors, Jean Fievé était un instituteur de l'école du Sacré-Cœur. En fait, il n'est pas mort dans l'école. Vous savez que vous avez une rue Jean Fievé par les troupes ennemies.
On a eu à ce moment-là aussi des enseignants qui n'étaient pas toujours formés pédagogiquement, mais qui n'avaient qu'une vue tout à fait partielle des programmes. Et je me souviens d'un instituteur qui était devenu après directeur d'une usine textile, mais qui nous a fait aborder au cours moyen première année les racines carrées, et ceux qui savaient extraire une racine carrée ont extrait des racines carrées au cours moyen première année. Les instituteurs savent que c'est un peu exceptionnel. Bon, ben, voilà. Donc, voilà une première chose que je voulais évoquer. La deuxième, c'était d'autres. Moi, je suis né en 1936, j'avais 6 ou 7 ans à cette époque-là. Je me connais effectivement, j'ai connu ce déplacement dans l'école dans l'hôtel de la Bourse, parce que notre école était occupée par les troupes ennemies. On a eu à ce moment-là aussi des enseignants qui n'étaient pas toujours formés pédagogiquement, mais qui n'avaient qu'une vue tout à fait partielle des programmes. Et je me souviens d'un instituteur qui était devenu après directeur d'une usine textile, mais qui nous a fait aborder au cours moyen première année les racines carrées, et ceux qui savaient extraire une racine carrée ont extrait des racines carrées au cours moyen première année. Les instituteurs savent que c'est un peu exceptionnel. Bon, ben, voilà. Donc, voilà une première chose que je voulais évoquer. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est qu'il ne faut pas s'en tenir aux écoles élémentaires à Luhain. Il y a d'autres formes d'enseignement, et en particulier tout ce qui concerne l'enseignement professionnel. Et du côté de l'enseignement professionnel, dès les premières... Bon, d'une part, il y a très très fortement marqué dans la population l'apprentissage sur le tas. On disait auparavant, effectivement, que les parents qui étaient occupés dans telle ou telle entreprise, en fait, assuraient ensuite l'apprentissage de tisserands ou à leurs enfants ou aux membres de leur famille. Ça, c'était une première forme. Il y a eu aussi une deuxième forme d'apprentissage professionnel qui consistait à utiliser notamment les cours professionnels existants à Menin, mais aussi les cours professionnels existants à Luhain et qui se sont développés autour notamment des centres d'apprentissage. Et je crois qu'on a là M. Seyss qui a été professeur dans un de ces cours d'apprentissage et qui pourrait nous en parler, s'il veut bien. Dire quels étaient les élèves, qu'est-ce qu'on y faisait, etc. Bon, je ne suis pas un baratineur, donc méfiez-vous parce que je suis assez cru dans mon langage. Bon. Mais les enfants on vous croira. Les enfants étaient quand même d'une famille très pauvre au centre d'apprentissage. Il avait donc dans le centre d'apprentissage une partie textile qui existait depuis longtemps, qui avait été ouverte comment je vais dire ça, c'était les syndicats ouvriers et patrons qui avaient créé le centre d'apprentissage textile pour apprendre les jeunes élèves à travailler dans les entreprises textiles. En 1963, le directeur de ce centre a voulu créer un centre d'enseignement mécanique. Donc ils ont cherché quelqu'un. J'ai donc été embauché j'ai fait ce métier pendant 6 ans. Et les enfants étaient moitié à apprendre les entreprises textiles, donc le tissage et ainsi de suite, l'ourdissage et tout ça, et l'entretien du matériel textile. Donc on apprenait la mécanique, on apprenait l'ajustage, on apprenait le tournage, on apprenait la soudure, la tôlerie, et ainsi de suite. Mais il faut savoir que ces enfants étaient quand même de familles très modestes. Donc ils avaient un niveau, comment je veux dire, d'enseignement assez bas. Moi, je dis toujours qu'on était aux 3 tiers, c'est-à-dire qu'il y avait un tiers d'enfants qui avaient un CEP. Donc, c'était un niveau valable. Un autre tiers qui voulait apprendre, mais qui n'avait pas eu la chance de passer suffisamment d'enseignement, disons, élémentaire courant. Donc, ces enfants étaient très accrochés, mais ils avaient des handicaps. Et après, il y avait un tiers d'enfants qui existe, à mon avis, dans toutes les écoles, dans tout le monde entier, un tiers d'enfants qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas travailler, c'est actuellement ce qui existe partout. Mais on avait un très bon résultat parce que les enfants étaient très obéissants. Je veux dire, très durs mais très obéissants. Il fallait énormément d'autorité.
Donc, une anecdote, par exemple, je suis connu à Luynes, chez mes anciens élèves, comme Monsieur Pied au cul. Quand ça n'allait pas, celui qui se retournait, il avait droit au pied au cul, et il savait qu'il avait intérêt à marcher droit, sinon il courait très vite. Voilà un exemple. Alors maintenant, ces enfants étaient quand même, je veux dire, n'avaient pas beaucoup de chance dans la vie, parce que les parents ne les avaient pas aidés non plus jusqu'à 14 ans. Donc ils arrivaient à 14 ans, il faut savoir. Arrivés à 14 ans, ils faisaient une année de cours du jour, et ensuite ils étaient envoyés dans les écoles textiles, et ensuite aussi, on les envoyait chez Dahl, par exemple à Bousbecq, dans la papeterie, et ouais, c'est à peu près tout. Et chez Prouveau, on a placé quelques élèves chez Prouveau, dans la mécanique, mais ces enfants faisaient à mi-temps du textile et à mi-temps la mécanique. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ils peuvent poser des questions. C'était en cours de jour ou en cours du soir? Alors la première année, c'était au cours du jour. Après, les meilleurs restaient la deuxième et la troisième année, préparer un CAP de cours du soir. Ensuite, j'ai essayé de les avoir pendant 2 années. J'ai réussi, avec le directeur, à les conserver pendant 2 années. Donc, ils avaient de 14 à 15 et de 15 à 16 jusqu'à 16 ans, pour un peu retarder, si vous voulez, l'entrée dans les entreprises, parce que franchement, ils étaient un peu jeunes pour travailler dans les... Il faut dire que leurs parents avaient connu les entreprises textiles à 12 ans. Hein. Oui, bien sûr. Donc ces enfants étaient quand même... On essayait de les retenir un peu et de leur enseigner quelques... Par contre, maintenant, encore une remarque, je vois qu'actuellement, le gouvernement revient en arrière et parle de placer dans les entreprises des enfants de 14 à 15 ans et de 15 à 16 ans. C'était une bonne technique, mais je ne sais pas si les entreprises sont encore capables d'avoir un tuteur qui apprend à un jeune son métier. Ça, c'est une grosse inquiétude que j'ai. Bon. Oui, merci. Merci. Deux, trois précisions concernant ce qui vient d'être indiqué. D'une part, le CEP, je ne sais pas si les jeunes actuels on peut traduire ceci, c'est le certificat d'études primaires, c'est le certificat d'études que l'on passait à 14 ans. Dans l'enseignement public notamment, public et privé. Mais dans l'enseignement privé, à la même époque, il y avait aussi le certificat élémentaire et le certificat complémentaire notamment. Je vois quelqu'un qui m'indique le troisième. Le troisième ne me revient pas. Et officiel, d'accord. Voilà, donc on avait là des diplômes qui se... Tout à fait. On avait là un diplôme qui était effectivement de bonne qualité, et on peut considérer que le BEPC actuellement est par rapport à ça un peu plus, disons, un peu plus léger, quoi. Hein, bon. Hein. Vas-y. Moi, je voudrais dire aussi que dans les années 50, à l'école, à la Sagesse, au couvent de la Sagesse, il y avait une école ménagère, où on apprenait vraiment le ménage, bien sûr, et surtout la couture. Et non, dans la journée. Il y avait aussi, on formait des sténodactylos, comptabilité, commerce. On passait des examens à Roubaix, à Lille. Donc on avait on avait un diplôme en fin d'études, on avait un diplôme. Et ça s'étalait en général sur 3 ans. On commençait la dactylo, la sténo, et puis après, pour ceux qui le voulaient, la comptabilité, le commerce. Et parallèlement, il y avait l'école ménagère, qui était tenue également par les sœurs de la Sagesse, où on pouvait avoir un diplôme de couture. On formait, pour les plus adroites, on formait des couturières, et tout l'enseignement ménager qui allait avec. Oui, tout à fait. Non, mais je crois qu'on recoupe là, et c'est très important pour comprendre ce qui se passe dans une ville comme Alluin, qui est une ville de dimension moyenne. C'est-à-dire on n'a pas le seuil démographique qui permet de mettre en place tous les types de formations, mais il y a toujours eu à Alluin l'existence de cours du soir
de cours professionnels, de cours d'enseignement ménager, etc., de cours d'enseignement commercial. Et une anecdote, par exemple, Émile Castro, quand il recrutait dans les années 45-50 un employé chez Sion, il lui disait, bon, bah, effectivement, tu as 13 ans, tu as 14 ans, tu sors de l'école, tu sais bien écrire, tu sais bien calculer, mais pour faire le métier que tu vas faire ici, bah, certes, tu vas travailler, mais en même temps, tu iras, et je souhaite que tu le fasses, au cours du soir qui était donné entre 6h et 8h du soir, 2 fois ou 3 fois par semaine, de telle sorte à ce que tu acquiers là une formation professionnelle un peu plus large, quoi. Hein. Et donc les cours du soir qu'on retrouve actuellement, notamment à l'Institut d'éducation permanente, c'est vraiment quelque chose qui, c'est pas que des cours du soir, c'est aussi dans la journée, mais c'est quelque chose qui correspond à une continuité, une certaine continuité. Oui, vas-y. Moi, je voudrais revenir sur Émile Castro. Parce que quand il envoyait des enfants en cours du soir, c'était uniquement de la comptabilité. Et chez Sion, il n'y avait pas de comptable. Parce que tout était fait à Roubaix. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bon, alors, l'heure avance un tout petit peu. J'ai dit qu'on allait couvrir beaucoup de champs. On vient de couvrir un peu l'enseignement professionnel. Sur d'autres plans, bon, la vie n'est pas faite qu'on est citoyen, on est père de famille ou mère de famille, on vit sa vie. On a aussi envie d'avoir une vie sportive, une vie culturelle, et dans ce domaine-là, il y a un certain nombre d'apprentissages à faire. Je pense aux écoles de beaux-arts, je pense aussi à l'école de musique. Or, vous savez qu'il y a dans le Nord une tradition très forte attachée à la maîtrise d'un certain nombre de connaissances en matière de musique. Et on a là un directeur d'école de musique qui va pouvoir nous en parler, parce que je crois que c'était aussi là, bien sûr, un peu hors des heures de cours traditionnels, une manière pour un certain nombre de jeunes d'entre nous, ou de moins jeunes, de s'initier à la beauté. Bien. Guy, vas-y. Merci Roland. Merci Roland. Bon, je reprends les termes de Roland. Évidemment, j'ai relevé les buts de l'école de musique, qui était municipale. Évidemment, il y a presque 11 ans que je suis en retraite, hein, donc je parle de trucs, puisqu'on parle du souvenir. Hein. Alors, c'était de promouvoir et de développer l'art musical, évidemment, donner un enseignement de qualité dans le domaine de formation musicale, solfège par exemple, aussi bien que instrumental. Former des amateurs dans le but de leur donner le plaisir de pratiquer la musique. Le plaisir. Quand je disais à un élève, est-ce que tu as bien joué cette semaine sur ton saxo? J'employais pas le mot travailler, volontairement. Jouer, il faut jouer, il faut s'épanouir dans la musique. Selon les conseils de professeurs compétents. Et on préparait des élèves en leur donnant un niveau suffisant pour entrer admis sans difficulté dans les sociétés, les orchestres, les groupes musicaux, et voire entrer dans les conservatoires nationaux. Quand on avait des élèves qui marchaient bien, on faisait abstraction et on les envoyait vers le conservatoire de Tourcoing. Et il y en a pas mal il y en a quelques-uns qui ont obtenu les diplômes et les médailles à Tourcoing et qui sont maintenant professeurs. Et ensuite, promouvoir la politique culturelle de la municipalité, évidemment, puisque c'est une école municipale de musique, et de participer aux différentes manifestations musicales organisées par la ville. Chaque année, à l'école de musique, il y avait donc une fête qu'on organisait pour la prestation des enfants. Et puis, beaucoup d'élèves sont rentrés, selon l'instrument, à l'harmonie municipale, que j'ai menée pendant 14 ans, 81, 95. Si on remonte dans le temps, il y avait 3 sociétés musicales à Luin dans le temps. La Philharmonie, la Concordia et la Fraternelle. Alors on m'a demandé en 81 de ne former qu'une seule harmonie qu'on a appelée municipale. Donc j'ai mené ça de 81 à 95. Si je remonte dans le temps, là je n'ai pas retrouvé, parce que l'école de musique a été créée avant la guerre. Bon, on m'a parlé d'un Léopold Patine. Hein, vous connaissez ça? Il habitait rue de Marnoulet. Bon, on me dit ça. Alors ça devait être le père de Paul Patine, qui était excellent trompettiste.
très connu, un Paul Patine qui a joué dans les orchestres sur Paris et tout ça. Mais avant, je ne sais pas. Alors, moi je suis dronque, hein, donc ce qu'on apprenait peut-être de la même façon à Luin, c'est qu'il y avait les instrumentistes qui faisaient partie des harmonies, qui enseignaient aux jeunes le solfège et l'instrument. Je ne sais pas si à Luin ça se faisait comme ça, avant que soit créée l'école de musique. Personne ne peut répondre à ça. Bon, alors comme directeur, Émile Onrat, que beaucoup ont connu, c'est un trompettiste aussi, de 49 à 75. Puis ensuite, Charles Connor, mon prédécesseur, pendant 7 ans, de 75 à 82. Je suis rentré à l'école de musique en février 82, jusqu'en 95. Alors, je suis rentré, si on parle de bâtiment, au-dessus des pompiers, les pompiers actuels. Il y avait les vieux locaux. Quand on faisait solfège en haut, il y avait des trous comme ça dans les planchers. Et les pompiers faisaient tourner régulièrement les moteurs de leur camion pour pouvoir mettre en route. Alors, il y avait des effluves qui montaient, puis on devait arrêter le cours et sortir. Et ensuite, quand il y avait un appel de pompiers, c'était dangereux parce qu'il y avait la sortie des enfants quelquefois qui correspondait à la sortie des enfants, c'était dangereux. Ensuite, on a eu donc les locaux qui sont maintenant brûlés, hein, qui étaient provisoires. Et bon, ça fait drôle, quand on a arpenté le couloir pendant 14 ans et qu'on va revoir tout ce qui a été détruit. Et maintenant, les magnifiques locaux, qui sont rue des Frères Martel. Ouais. Donc d'abord rue de l'Abbé Bonpin, hein, au-dessus des pompiers, puis après 113 rue de Lille, incendie, puis maintenant ça s'appelle la Scola, et c'est rue des Frères Martel. Très belle école. Alors si je remonte, si je remonte plus, si je descends après moi, il y a eu Jean-Noël Oldman, qui dirige encore l'harmonie municipale, et puis actuellement c'est Sébastien Delahousse, mais enfin ça, les jeunes, je ne sais pas s'ils connaissent. Alors, j'ai connu moi 4 maires à IRES, successifs. Il y a Henri Leveugle, qui est là présent, par lequel j'étais embauché d'ailleurs. Ensuite, Albert Desmet. Au décès d'Albert Desmet, il y a eu Didier Depré pendant 2 ans, je pense. Et puis Alex Federbe, jusqu'à mon départ en retraite. Alors, si je parle de l'école de musique, je peux continuer? Bon, alors on enseignait gratuitement. C'était la gratuité des cours. Les cours avaient lieu évidemment le soir. Alors, il fallait tenir compte, quand j'ai repris les cours de solfège, M. Connor avait instauré des cours qui duraient 1h30, jusqu'à voire 2 heures, des enfants de 8 ans. Alors, quand ils arrivaient, ils sortaient de l'école, et qu'on les prenait pendant 1h30, on ne savait plus rien. Hein. Ils avaient déjà le cerveau saturé. Alors moi, j'ai instauré 2 cours dans la semaine, 2 fois 3 quarts d'heure. Et on les prenait à partir de 17h. Laisser le temps aux parents de récupérer leurs enfants, hein, de manger peut-être une petite tartine, et puis 17h les cours. Puis le mercredi matin, en conciliant quand même les autres activités, c'est-à-dire la danse avec Sylvie Smag, on se mettait d'accord, les heures de catéchisme, enfin tout ce qu'il y a, les activités. Donc on fait tout arranger selon le nombre de professeurs, le nombre de locaux et les horaires plus tard pour les enfants plus âgés. Gratuité, donc, et prêt d'instruments. Alors, des instruments étaient prêtés. On va peut-être faire une petite pause actuellement parce que les jeunes des... Ça les intéresse pas, la musique, doivent rentrer dans leur établissement. Ah. Ils vont nous quitter. Ils vont rentrer on les applaudit, on les remercie pour leurs questions. Tu vas à l'école là? Je pense que c'est plus gratuit. Tu fais l'école toi? Tu fais l'école? Et quand on vieillit, on retombe en enfance, alors je pense que les jeunes. Non, je vais aller chercher mon bébé à l'école. La nourrice, elle n'est pas libre aujourd'hui, alors je suis servie. Ça arrive. On a encore pour longtemps? Ah non, j'en ai encore pour 3 minutes, le temps d'un disque.
Merci encore. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Ah, peut-être pas les livres. Les cours, je sais pas. Je sais pas s'ils acceptent les enfants hors à l'UN. Oui, mais les enfants je sais pas s'il n'y a pas un... Alors, on va reprendre rapidement, permettre à Guy de terminer, de parler un peu des accordéonistes, et puis on va conclure pour se libérer et rester un moment ensemble encore. Ah oui, alors évidemment, j'ai repris la liste des instruments qu'on enseignait à l'école. La percussion, hein, c'est-à-dire la percussion, c'est la batterie et puis tout ce qui a trait autour, les timbales, etc., le vibraphone, le trombone, le violon, le tuba, le saxophone, le cor, la guitare, classique, accordéon, donc pour fournir aussi des éléments aux accordéonistes de Anuinois, le piano, la clarinette, le solfège, la flûte, le chant, le violoncelle, la trompette. Donc tout ça, il y a pas mal d'instruments qui permettent de rentrer à l'harmonie pour fournir. On était un creuset de musiciens pour rentrer à l'harmonie. Alors, évidemment, on a connu des gens qui... J'ai connu aussi à l'harmonie, évidemment, un nommé Stéphane Denève, duquel vous avez entendu parler, qui maintenant est parti diriger les grands orchestres. Je crois qu'il est titulaire de l'orchestre de Düsseldorf, je pense, et d'autres. En ce moment, il dirige en Irlande. Voilà, c'est tout. Alors, eh bien, merci Guy. Je crois s'il y a des questions à poser. Le travail qui est fait là est un travail exceptionnel, puisque chacun sait effectivement que la vie musicale à l'U1, soit au niveau instrumental, soit au niveau des choristes, est une vie tout à fait intense et bien caractéristique et je dirais bien riche, hein. Quand on compare avec ce qui se passe à Roubaix ou ce qui se passe à Tourcoing, on n'a pas lieu du tout d'être déçu, tout au contraire. D'autant plus qu'il y a aussi les accordéonistes. Quelqu'un souhaite en parler un tout petit peu, peut-être? Oui. Je me présente, Didier Blondel. Je parlerai de petits mots au nom des accordéonistes. J'ai rien préparé à ce sujet-là, mais bon, Monsieur Levague me faisait part du petit rappel. C'est vrai que l'année prochaine, les accordéonistes fêteront leur centenaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de remarquable pour une société qui a comporté dans les années, je dirais dans les années 70, 40, 45 éléments. À ce jour, bon, on continue à les suivre. On est sur une quantité un peu moins nombreuse, entre 15 et 20 éléments. Une société qui essaye de se développer, d'être présent dans la vie aluénoise autant qu'elle peut, et dans nos villes voisines également. Voilà. Je conclurai là-dessus. On a une pensée pour également. Merci. Merci. Ben voilà, je crois qu'on va se séparer. On a simplement effleuré ce problème de l'école, et on a pu échanger avec des jeunes dont les attentes et dont les questions sont très simples, hein, finalement, et qui montrent qu'il y a une grande continuité dans ce domaine-là. Je vous indique tout de suite que les 2 prochaines séances sont plus ou moins esquissées et programmées actuellement. La prochaine au mois d'avril, le vendredi 21 avril, si je ne me trompe, portera sur une question effectivement qui est un peu aussi l'originalité d'Aluin, qui a une campagne tout à fait intéressante. Donc on parlera des jardins ouvriers, des jardins familiaux, des parcs, du parc public et d'autres parcs aussi, liés à l'histoire d'Aluin. Et bien sûr, on parlera de la vie agricole. Et je suis heureux de voir que déjà, dès ce soir, on a là quelqu'un qui pourra nous venir nous décrire avec d'autres collègues quelles étaient les responsabilités des agriculteurs dans ce domaine. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, parce que bon, il faut préparer aussi quelques contacts, qu'au mois de mai, le vendredi 19 mai, on puisse parler d'un autre thème,
là aussi un tout petit peu, qui a été peu abordé à l'U1, c'est le problème de la santé et le problème des soins apportés à l'U1, des soins de santé à l'U1. Hein. Là aussi, il y a une évolution entre le docteur Pierchon et les quelques médecins qui pouvaient exister à la fin du 19e siècle et au début du 20e à l'U1, et puis le niveau de soins médicaux que l'on peut trouver à l'U1, à la fois avec des généralistes, mais aussi des spécialistes, mais aussi des cabinets de très divers. Il y a une évolution tout à fait intéressante à évoquer, et en accord avec le docteur Louf, qui, vous avez vu d'ailleurs, au niveau de l'association du passé d'Aluin, vous a rassemblé un certain nombre de photos et de documents, eh bien on pourrait aborder donc le 19 mai ce thème de la, comment dirais-je, de la santé à Aluin. Et je dirais que ce jour-là, on aura santé et santé, puisque je l'indique peut-être entre parenthèses en reprenant ma casquette association des seigneurs aluinois. Le soir même, vers 18h, 18h30, on aura l'occasion, mais cette fois-ci à l'EPI, d'écouter le témoignage d'une romancière qui a sorti un premier roman qui s'appelle Le piano désaccordé, et qui évoque notamment son expérience d'accompagnement de sa maman, qui était une pianiste de grand talent, mais qui a été atteint par la maladie d'Alzheimer et qui a donc été à ce moment-là très diminuée. Et donc pour informer un peu sur cette maladie et son accompagnement, l'association des seigneurs albinois se propose de la faire venir pour qu'on puisse en parler. Voilà, encore merci. Je voudrais ajouter un mot, Roland. Oui, vas-y. Je voudrais qu'on remercie Roland parce que finalement, il n'est pas avare de ses recherches. C'est un fada de la mémoire d'Alunois. Hein, et je voudrais qu'on l'applaudisse un petit peu parce que finalement, il se donne à fond et c'est grâce à lui, finalement, si on peut, tous les mois, venir boire un verre dans l'estaminet du Moulin. Bravo et merci, Roland. Merci à vous, merci aussi à Roger et à l'association de gestion du Moulin qui nous permet de faire ça dans les meilleures conditions, et puis à toute l'équipe de Cinédis, mais là ce sont des professionnels aguerris et ils arrivent aussi à nous faire des choses tout à fait intéressantes. Vous savez qu'à la sortie même de ce qui vient de se passer tout à l'heure, on a un film d'1h15, 1h30 qui constitue effectivement une mémoire sur ce qui a pu être dit aujourd'hui sur les écoles, la fois dernière sur la frontière, la fois précédente sur les estaminets, et on va continuer comme ça. On constitue donc un peu une bibliothèque tout à fait intéressante de documents sur l'histoire d'Aluin. Voilà, encore merci à vous et bonne soirée. Merci.